passer, je crois qu'on peut commencer. Excusez-nous de ce très léger retard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par la Convention À tout pour tous et le Prix d'Île-de-France autour du plan de relance Un jeune, une solution, et notamment autour des mesures en faveur des jeunes en situation de handicap. Une petite information pratique avant de commencer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser des questions via la boîte de dialogue questions-réponses. Les intervenants y répondront dans la mesure du temps disponible, mais sachez que toutes les questions seront enregistrées et traitées, que vous en aurez la restitution. Voilà, je vais tout de suite, donc, sans plus attendre, céder la parole à Emmanuel Bezy, chef du département des politiques de l'emploi à la Directe Île-de-France, qui va introduire cette séance. Voilà, Emmanuel Bezy, c'est à vous. Bonjour, donc je suis Emmanuel Bezy, je suis le responsable des politiques de l'emploi à la Directe Île-de-France. J'ai pris mon poste au mois de janvier et j'ai la chance donc d'animer une équipe dont font partie Anne-Gaëlle Le Stier et Céline Noailles-de-Gors, qui sont aussi conférencières de ce webinaire. Je vous remercie pour votre participation, votre attention durant cette petite heure qui, je crois, va être riche en contenu utile à toutes et tous. Vous savez qu'il y a eu un premier temps de réponse à la crise avec une panoplie d'aides, notamment d'aides de soutien aux entreprises et aux salariés. Une de ces aides les plus connues est sans doute l'activité partielle. On est entré après l'été dans un second temps que le gouvernement a souhaité non plus un temps de réponse en réaction, mais un temps de relance. Le gouvernement est entré dans ce deuxième temps avec ce plan de relance et de reconstruction. Vous savez que un peu le slogan de ce plan, qui est intitulé France Relance, c'est reprendre notre destin en main, construire la France de 2030. Donc il y a l'idée d'être pas simplement en réaction, mais en anticipation. Et c'est massif puisque, contre toutes les attentes par rapport à ce qui avait été considéré comme étant l'orthodoxie budgétaire, eh bien, le gouvernement a débloqué 100 milliards d'euros pour ce plan France Relance, qui comprend 3 grands volets. Un volet écologie, un volet économie ou compétitivité, si vous voulez, et un volet cohésion, à chaque fois un peu plus de 30 milliards sur chacun de ces volets. Ça veut dire que sur le volet cohésion, dont nous relevons, dont nos actions relèvent, il y a 30 milliards d'euros qui ont été débloqués. Alors la cohésion, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement investir dans l'humain, sur les compétences des personnes, et puis aussi améliorer l'insertion professionnelle des personnes. Le plan Un jeune, une solution qui avait été annoncé par le gouvernement à la fin du mois de juillet est inclus dans ce plan France Relance. Ce plan Un jeune, une solution, son montant global, même si bon, ce sont des gros chiffres qui disent pas forcément la réalité après de nos actions sur le terrain, mais qui vous donnent une idée des masses qui sont investies par le gouvernement, c'est plus de 6 milliards d'euros qui sont investis donc sur les compétences et l'insertion professionnelle des jeunes. En fait, avant l'été, il y avait eu plusieurs déclarations d'économistes, et notamment, moi, j'avais retenu celle de Daniel Cohen, qui avait dit une des priorités du gouvernement à la rentrée, ça va être les jeunes, puisque chaque année, vous savez, il arrive environ plus de 700 000 jeunes sur le marché du travail. Et cet économiste, Daniel Cohen, avait dit il faudrait imaginer un immense tableur Excel, avec dans ce tableur Excel le nom, le prénom de chacun des jeunes, de ces 750 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, pour que le gouvernement ait une mesure à proposer à chacun de ces jeunes. Alors, cette ambition, elle semble un peu folle, puisqu'il faut imaginer un tableur comme ça de 750 000 lignes, et on ne sait pas bien qui pourrait prendre en charge ces 750 000 personnes. Mais pourtant, c'est l'ambition du gouvernement, puisque l'intitulé du plan, c'est Un jeune, une solution. Ça veut dire ne laisser aucun jeune sans une solution adaptée. Alors tout à l'heure, on va détailler ce plan, 25 mesures, 3 axes pour faciliter l'entrée
sur le marché du travail des jeunes, accompagner et former plus de 200 000 d'entre eux, et puis accompagner les plus éloignés du marché du travail, 300 000, avec des parcours d'insertion. Il y a l'idée donc que dans ce plan jeune de 25 mesures, il y a nécessairement forcément des mesures pour chacun des jeunes. Alors, des jeunes en général, et ce sont des mesures génériques pour tous les jeunes, y compris pour les jeunes en situation de handicap. Et puis, il y a aussi des mesures spécifiques pour les jeunes qui sont en situation de handicap. Donc, moi, j'aimerais, et je crois que c'est notre souhait à tous, que vous profitiez de cette petite heure de webinaire pour vous approprier ces mesures, que vous preniez le temps de mieux les comprendre. Et une fois que vous aurez la maîtrise un peu de ces mesures, de ces dispositifs, de ces aides, notre ambition, c'est que vous les prescriviez, que vous orientez les jeunes vers ces aides, que vous incitiez les entreprises à les utiliser au bénéfice des jeunes. Et cela sans attendre en réalité, puisque les semaines qui passent, les mois qui passent, vous savez, c'est autant de ruptures de parcours. Et donc, c'est le risque à ce moment-là que les jeunes qui pourraient être bénéficiaires et les jeunes en situation de handicap qui pourraient être bénéficiaires de ces aides, eh bien, les manquent. Donc, ça serait autant de chances manquées. 6 milliards prévus, les financements sont là, les aides sont disponibles. Les premiers retours qu'on a indiquent qu'on est loin d'avoir saturé les enveloppes financières. Donc, il faut s'emparer des dispositifs, les faire connaître et faire en sorte qu'ils aillent aux bénéficiaires derniers. Et les bénéficiaires derniers, ce sont les jeunes en situation de handicap. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que les minutes qui vont suivre vont apporter des premières réponses à vos questions sur ces aides et faciliter leur appropriation par chacun d'entre nous pour faire en sorte qu'elles arrivent jusqu'aux bénéficiaires, à savoir les 750 000 jeunes dont un certain nombre sont en Île-de-France. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant entendre Anne-Gaëlle Le Stire, qui est chargée de mission des politiques jeunes à la Directe Île-de-France et qui va donc nous présenter le plan de relance. Un jeune, une solution. Il faudrait que vous mettiez votre micro. Voilà. Bonjour à tous. Je vais vous présenter en fait le plan Un jeune, une solution dans le panorama de toutes ces mesures qui, comme Emmanuel Bézi vous l'a dit en introduction, est assez dense. Il est ambitieux. Il comprend environ 25 mesures sur différents dispositifs, donc à la fois des mesures nouvelles, avec des nouvelles aides à l'embauche qui vous seront détaillées dans une deuxième partie de l'intervention, et puis des mesures aussi existantes qu'il s'agit d'amplifier pour accentuer en fait l'effort qui est fait en direction des jeunes. Donc, pour commencer, on voulait poser quelques chiffres pour avoir un peu le cadre dans lequel on agit et avoir des idées des volumes qu'il y a aussi derrière tous ces jeunes qui sont en attente de solutions en Île-de-France. Donc, les jeunes de 16 à 25 ans en Île-de-France, ils représentent 1,5 million personnes. Et environ 20% de la population totale des jeunes donc de 15 à 29 ans en France entière. Donc l'Île-de-France est particulièrement concernée par ce plan d'envergure. Quant à la situation de ces jeunes, en Île-de-France, ils sont plus souvent étudiants par rapport à d'autres régions et un peu moins souvent au chômage. Et les enquêtes montrent que à peu près la moitié d'entre eux sont en études. On en a un gros tiers qui est en emploi et les autres qui sont le public cible du plan Un jeune, une solution
11% sont au chômage et puis 5% sont inactifs. Donc, le taux de chômage des jeunes en Île-de-France, il s'établit autour de 24%, alors que sur le niveau national, on est autour de 27%. Et puis, il est quand même beaucoup plus élevé que l'ensemble des jeunes de 16 à 65 ans. Et on constate aussi de très fortes différences selon les territoires, avec notamment un taux de chômage beaucoup plus élevé dans Seine-Saint-Denis ou dans le Val d'Oise, par exemple, et puis des territoires plus dynamiques économiquement en Île-de-France à l'inverse, et puis dans les Hauts-de-Seine, par exemple. Donc, concernant les jeunes qui sont inscrits à Pôle emploi, on a à peu près 90 000 jeunes qui sont inscrits en ce moment à Pôle emploi, avec une tendance bien sûr à la hausse cette année, suite à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques. On a une hausse d'environ 15% des jeunes inscrits en catégorie A, donc sans activité, et en catégorie B et C, ceux qui ont une activité réduite. Donc là encore, avec une part plus élevée pour les jeunes que pour le reste de la population. Et parmi ces jeunes inscrits aussi à Pôle emploi, on en a 21%, ce qui est vraiment une part importante, qui sont des jeunes de quartiers prioritaires de la ville. En termes de jeunes, ce qu'on appelle les jeunes décrocheurs, donc les jeunes qui décrochent du système scolaire, qui sont âgés de 16 à 18 ans, en Île-de-France, on a plus de 33 000 jeunes qui sont chômeurs et inactifs. Donc là, on ne compte pas bien sûr les élèves et les étudiants. Et puis à peu près 19 000 qui ne sont inscrits dans aucun établissement d'enseignement supérieur, dont une très forte part n'ont aucun diplôme. Donc c'est aussi sur ces jeunes-là qu'on va essayer d'avoir une action avec le plan Un jeune, une solution. Donc, si on zoome maintenant sur les jeunes qui sont reconnus en situation de handicap, selon les derniers chiffres de Pôle emploi, on est à environ 3 850 jeunes demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés, donc âgés de moins de 30 ans, qui sont inscrits dans les fichiers de Pôle emploi. Sur les contrats d'apprentissage aussi qui sont signés en Île-de-France, donc là on vous a pris les données de juin 2018 à mai 2019, on a 355 contrats. C'est 0,5% des contrats, donc c'est une petite part, mais avec une tendance à la hausse, à la forte hausse depuis ces dernières années, qui sont signés par des apprentis qui bénéficient d'une reconnaissance travailleurs handicapés. Et donc, depuis 2015, on a une forte progression sur l'apprentissage, et notamment pour les jeunes TH, de plus d'un tiers. Et puis enfin, on vous a mis une dernière donnée sur les jeunes qui travaillent, qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, des travailleurs handicapés, qui représentent à peu près 2,5% de toute la population travailleurs handicapés en emploi en Île-de-France. Donc voilà pour le cadre un peu statistique, on va dire. Si on rentre maintenant dans le plan en lui-même, donc comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel Bézi, c'est un plan très ambitieux, c'est un plan d'envergure qui est doté d'une enveloppe de 6,5 milliards et qui fait partie du grand plan national France Relance. Donc c'est le premier volet du plan qui a été annoncé d'ailleurs cet été, le 23 juillet dernier, par le Premier ministre, pour aussi vite que possible être en mesure de déployer les actions et d'accompagner ces 750 000 jeunes qui entrent cette année sur le marché du travail. Donc, pour pouvoir accompagner tous ces jeunes qui sont tous dans des situations forcément différentes dans leur parcours d'insertion sur le marché du travail, le plan a 3 grandes priorités. Donc, il cible tout d'abord l'entrée dans la vie professionnelle, avec un volet qui est essentiellement axé sur les aides à l'embauche, qui vous seront présentées en détail tout à l'heure. On a une deuxième priorité qui concerne l'orientation et la formation de ces jeunes, orientés notamment en priorité sur les secteurs et les métiers d'avenir. Et puis on a un dernier axe, et pas des moindres, qui est plus axé sur l'insertion des jeunes pour pouvoir construire 300 000 parcours d'accompagnement supplémentaires à horizon 2020-2021 pour ces jeunes. Donc si on rentre dans le premier volet de ce plan, qui vise à faciliter l'entrée dans la vie professionnelle, des mesures un peu phares du plan qui ont été relayées un peu partout dans la presse et consistent en des aides à l'embauche. Donc on a une première aide à l'embauche jeune, donc qui est en fait une compensation de charge de 4 000 €
pour les jeunes qui sont recrutés entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. Donc les jeunes de moins de 26 ans pour, on va dire, le tout public, le droit commun. Et pour les jeunes en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge. Et le recrutement devra se faire entre septembre et février de l'année prochaine. Donc l'aide, elle s'adresse aux entreprises et aussi aux associations. Pour les jeunes qui vont signer un CDI ou un CDD de plus de 3 mois et qui ont un salaire qui va jusqu'à 2% du SMIC au maximum. Donc tout ça vous sera détaillé tout à l'heure par Céline et Bastien, donc je vais pas m'appesantir là-dessus. Donc on a une deuxième aide aussi phare qui est prévue par ce plan-là, qui vise les alternants cette fois-ci, donc à la fois les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Donc avec une aide de 5 000 € pour les jeunes mineurs et une aide de 8 000 € pour les majeurs. Donc ensuite, sur le champ du service civique, on a également un effort supplémentaire qui est demandé à hauteur de 100 000 missions en service civique supplémentaires, qui est accessible jusqu'à 30 ans, hein, d'ailleurs, pour les personnes en situation de handicap. En Île-de-France, ça correspond à une hausse de plus de 3 000 services civiques supplémentaires d'ici la fin de l'année. Donc, ce qui portera le nombre total de services civiques en Île-de-France à environ 16 000 jeunes pour 2020. On a également dans ce plan un volet sur l'action auprès des associations à travers des emplois supplémentaires sur des emplois FONJEP, donc qui est le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, pour appuyer les associations pour qu'elles puissent se développer et puis se consolider. On a également un volet axé sur les TPE et les PME, donc très petites et moyennes entreprises, qui vise à recruter 1000 jeunes supplémentaires sur un dispositif qui s'appelle le volontariat territorial en entreprise, et là sur des métiers verts qui visent la transformation écologique des modèles économiques. C'est une action qui est portée par BPI France. Et puis on a également une action sur l'orientation des jeunes vers les métiers du sport via l'action de l'Agence nationale du sport. Donc 2500 jeunes supplémentaires avec 1000 jeunes supplémentaires pour cette année et puis 1500 jeunes pour l'année prochaine. Donc sur la deuxième grande priorité du plan, ensuite, qui vise à orienter et former les jeunes, une des mesures importantes de cet axe, c'est la mobilisation des plans d'investissement dans les compétences. Donc le plan régional d'investissement dans les compétences en Île-de-France est ici ciblé en priorité. L'idée, c'est d'avoir 100 000 nouvelles actions de formation qualifiantes ou préqualifiantes qui pourront être proposées aux jeunes. Donc les jeunes qui sont sans qualification, mais aussi les jeunes qui sont en échec dans l'enseignement supérieur. Donc on s'adresse à un public jeune plus large, on va dire, que les ambitions initiales du PIC pour cette année répondent aussi aux besoins des jeunes dans l'enseignement supérieur qui serait sans solution cette année. Donc sur ce volet-là, les formations, elles devront viser en priorité les secteurs d'avenir et puis les secteurs en tension. Donc les secteurs économiques qui sont notamment en Île-de-France, je ne serai pas forcément exhaustive, mais pour ne citer que le BTP, tout ce qui est industrie sécurité, les métiers du sanitaire et social, les métiers du numérique aussi, et puis les métiers autour de l'hôtellerie, de la restauration. On a également un effort qui est fait en faveur du secteur du soin, avec donc 16 000 formations dans ce secteur pour doubler les capacités de formation des aides-soignants, des infirmiers, des auxiliaires de vie dans les 5 prochaines années, sujet dont on entend aussi beaucoup parler en ce moment, avec des forts besoins de formation derrière pour ces jeunes. On a également un volet sur le numérique avec le développement des formations au numérique pour les jeunes qui sont peu qualifiés sur les 2 prochaines années. Également des parcours qui sont proposés via l'action de l'AFPA, les centres de l'AFPA, en faveur des jeunes décrocheurs. Donc, ce sont les jeunes âgés de 16 à 18 ans, avec un dispositif innovant qui va être mis en place par l'AFPA pour ces jeunes décrocheurs qui s'appelle la promo 16-18, qui est en cours dont les contours sont en cours de définition et qui se met en place dans le cadre notamment de la nouvelle obligation de formation des jeunes de 16 à 18 ans, donc qui est mise en place depuis la rentrée de septembre de cette année, avec une action notamment des missions locales pour accompagner ces jeunes et s'assurer du respect de cette obligation-là. Donc sur le dispositif AFPA, ça visera
à permettre d'accompagner des jeunes et de les aider à définir un projet d'accompagnement social et professionnel à travers à travers une mobilisation des différents centres de l'AFPA pour extraire les jeunes de leur environnement habituel, on va dire, et leur faire connaître de différentes expériences professionnelles, de rencontres de différentes personnes, d'immersion professionnelle éventuellement, de leur faire découvrir aussi les arts, la culture, le sport, pour les mettre dans une dynamique de construire et d'être autonomes dans la construction de leur projet professionnel. Donc ça se fera en lien avec les missions locales notamment. Donc, il y a également un volet d'action sur l'enseignement supérieur qui vise à créer de nouvelles places supplémentaires pour les formations en études supérieures, mais aussi les formations en CAP et en BTS dès la rentrée de cette année pour les jeunes qui sont notamment sans solution dans Parcoursup. Et puis, on a aussi une action sur le doublement du nombre d'élèves qui sont dans les dispositifs des cordées de la réussite et des parcours d'excellence. Enfin, sur le dernier axe de ce plan Un jeune, une solution qui vise à l'insertion des jeunes, on a l'ambition donc de construire 300 000 parcours d'insertion supplémentaires, donc avec tout un panorama là encore de dispositifs et de mesures existants pour la plupart, qu'on cherche à consolider dans les prochains mois. Donc le premier, c'est sur les contrats aidés, donc avec 120 000 dispositifs, enfin 120 000 contrats aidés supplémentaires en fait qui sont annoncés. Donc à la fois dans le secteur non marchand, donc, via les parcours emploi compétences, et puis via la réactivation des contrats du secteur marchand, donc qui sont les contrats initiative emploi, qui seront uniquement réactivés et destinés aux jeunes. Donc pour ce qui est de l'Île-de-France, hein, sur les dispositifs des contrats aidés, donc les prescripteurs sont principalement Pôle emploi, les missions locales et les Cap emploi. Et puis l'arrêté en fait de fixation des taux de prise en charge de ces contrats aidés, il est en cours de signature, donc il devrait être très prochainement disponible. Donc vous aurez prochainement toutes les informations sur les nouveaux taux de prise en charge de ces contrats. Donc il y a ensuite deux actions qui concernent plus particulièrement les missions locales. À travers l'augmentation de plus de la moitié des places en garantie jeune pour atteindre 150 000 places d'ici 2021 dans ce dispositif-là qui est l'accompagnement, on va dire, renforcé des missions locales pour les jeunes. Et sur l'accompagnement plus classique des missions locales, le PACEA, 80 000 parcours supplémentaires qui sont également annoncés pour l'année prochaine pour les jeunes. On a également la valorisation de l'effort du secteur de l'IAE, l'insertion par l'activité économique pour 35 000 jeunes qui entreraient dans les structures d'ici 2021. Donc là, il s'agit de poursuivre la dynamique existante qui est mise en place, notamment au niveau de l'Île-de-France. On a également une action au niveau de Pôle emploi pour doubler l'accompagnement des jeunes qui sont dans le dispositif accompagnement intensif jeunes, donc mis en place par les équipes de Pôle emploi. On a aussi une évolution du dispositif emploi franc, donc les emplois francs qui s'adressent aux jeunes qui résident en QPV, avec un dispositif adapté qui s'appellera les emplois francs plus, donc à destination des jeunes, cette fois-ci exclusivement des jeunes en QPV. Donc, on attend le décret sur ce dispositif-là, donc on ne pourra pas vous donner énormément d'informations aujourd'hui là-dessus, mais le décret va très très prochainement sortir sur cette adaptation des emplois francs pour les jeunes. Et enfin, on a aussi un effort supplémentaire via le dispositif Sésame, donc cette fois-ci qui consiste à accompagner les jeunes dans les métiers du sport et de l'animation. Donc, voilà, je suis désolée si ça a été un peu rapide, mais le plan est assez ambitieux. Donc, je vais forcément survoler un petit peu les mesures, mais dans la deuxième partie de présentation qui va vous être faite, Céline et Bastien pourront approfondir davantage certains des dispositifs, notamment tout ce qui est mesures d'aide à l'embauche et à l'alternance pour les jeunes, et notamment les jeunes en situation de handicap. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous avions prévu un petit temps de questions-réponses. Nous en avions identifié quelques-unes. Céline, vous voulez prendre la main sur les questions qui nous ont été posées sur la boîte de dialogue?
Oui, peut-être, Anne-Gaëlle, peux-tu nous rappeler pour les emplois francs si le jeune doit être obligatoirement inscrit à Pôle emploi? Alors le jeune, pas nécessairement. Il peut être inscrit à Pôle emploi, mais il peut être aussi accompagné par les missions locales. Donc ça, c'est une ouverture qui a été faite depuis le début de l'année sur le dispositif Emploi franc. Donc ça peut être Pôle emploi ou les missions locales. Merci. Alors, je prends... Alors, normalement, merci de poser vos questions dans la question-réponse, mais je regarde un petit peu le blog. Alors, les ESAT et les entreprises adaptées font-elles partie des structures de l'IAE? Non. Les structures de l'IAE sont des structures qui disposent d'un agrément spécifique d'insertion par l'activité économique. Les entreprises adaptées sont des entreprises à part entière et les ESAT sont des établissements médico-sociaux. Peut-être une deuxième, nous sommes interpellés par les EDI, donc merci d'être avec nous, les EDI. Alors, qu'en est-il pour les EDI? Eh bien, les EDI sont des dispositifs régionaux. Or, ce plan France Relance, vous l'avez vu, concerne des dispositifs d'envergure nationale portés par l'État, Pôle emploi, donc derrière, notamment les missions locales. Voilà pourquoi on ne retrouve pas les EDI dans ce plan national. Voilà pour les questions que j'ai pu voir arriver. Une dernière sur les entreprises bénéficiant d'un handicap peuvent-elles bénéficier de ces aides? Alors, dans le secteur public, non, le secteur public n'est pas concerné par les aides à l'embauche et aides à l'alternance. On a uniquement les entreprises et les associations, on va y revenir. D'accord. Voilà, je pense, pour l'essentiel des questions qui nous sont parvenues. Une question aussi sur les propositions de service civique. Oui, alors... Les propositions de service civique pour les 16-18 ans, car il semble qu'il y en a très peu. Gaëlle, disposes-tu d'une réponse sur cette question ou devons-nous nous renseigner un peu plus auprès de l'ADR? On va creuser sur cette question parce qu'on n'a pas les éléments sur les services civiques qui sont plutôt gérés côté DRJSCS que côté direct. Mais on apportera de toute façon des réponses à toutes les questions qui sont posées à côté sur le forum. Donc, on prend la question et on vous reviendra rapidement sur ce sujet. Très bien. Alors, nous allons entendre maintenant Céline Noailles-de-Gors, chargée d'animation du PRIT à la Direct Île-de-France, et Bastien Gisberger, qui est chargé d'études et de développement à la délégation régionale du PRIT Île-de-France, et qui vont nous présenter à deux voix les mesures en faveur de l'emploi des jeunes en situation de handicap. Merci Catherine. Je pense. Alors, donc on va aborder dans les 20 minutes qui suivent 4 aides spécifiques, l'aide à l'embauche des jeunes, l'aide à l'embauche des travailleurs handicapés et les aides pour le recrutement d'alternants. Et ce que je veux absolument souligner, c'est que nous allons aborder ces aides-là, mais avec l'angle de la complémentarité des aides de l'AGEFIP. Vous savez tous que concernant l'insertion et l'emploi des personnes en situation de handicap, l'AGEFIP est un acteur majeur sur cette insertion. Alors, nous démarrons par l'aide à l'embauche des jeunes et l'aide à l'embauche des travailleurs handicapés. Donc, l'aide à l'embauche des jeunes, c'est une aide qui va jusqu'à 4 000 €. Elle s'adresse à toutes les entreprises et associations qui recrutent. Et les contrats doivent être signés entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. Elles vont concerner l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans qui sera embauché en contrat CDI, CDI intérimaire ou CDD d'au moins 3 mois, sachant que le plafond de la rémunération est fixé à 2 fois le SMIC. Cette aide ne concerne que des embauches nouvelles, à savoir qu'un renouvellement d'un contrat qui aurait débuté avant le 1er août n'ouvre pas droit à cette aide. Alors, je cherche à jouer la page.
quelques précisions sur cette aide. Déjà, vous dire que le montant de l'aide va être proratisé en fonction du temps de travail du salarié et de la durée du contrat. Un deuxième point, que l'employeur doit déposer cette demande dans les 4 mois à compter de la date d'embauche et que toute la gestion de cette aide est réalisée par l'agence de services de paiement, l'ASP, via le téléservice s'il a eu. Le dépôt peut se faire depuis le 1er octobre 2020. Je reprends quelques conditions de versement de cette aide. Si le contrat est rompu avant une période de 3 mois, l'aide ne sera pas versée. Le poste qui est concerné ne doit pas avoir fait l'objet d'un licenciement économique depuis le 1er janvier 2020. Et vous précisez également que cette aide n'est pas cumulable avec une autre aide de l'État qui serait liée à l'insertion du salarié concerné. En revanche, cette aide va être cumulable avec les réductions générales des cotisations patronales, les aides de la GFIP, et nous allons y revenir, et toute aide attribuée par une collectivité ou les aides de Pôle emploi, par exemple. En bas de page, on vous indique le guide explicatif donc, de toutes les démarches donc, sur le site du ministère du Travail, voire même donc, un numéro gratuit pour vous informer. Évoquons à présent l'aide à l'embauche des travailleurs handicapés. Alors, elle aussi va jusqu'à 4 000 €. Elle aussi s'adresse à toutes les entreprises et associations. Par là même, nous entendons que le secteur public n'est pas concerné. Et les contrats doivent être signés entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. Cette aide concerne un travailleur handicapé. Ce travailleur handicapé doit bénéficier de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce que nous appelons communément la RQTH. Il n'y a aucune condition d'âge pour bénéficier de cette aide et le contrat de travail doit être un CDI ou un CDD d'au moins 3 mois pour cette aide également pour une rémunération inférieure ou égale à 2 SMIC. Une condition particulière sur cette aide à l'embauche travailleur handicapé, c'est que l'employeur continue à bénéficier de l'aide lorsqu'il conclut avec le salarié en CDD, sur lequel il a pu déjà faire jouer l'aide, et bien lorsqu'il conclut un CDI et un CDD d'au moins 3 mois, et ce avant le 28 février 2021. Sachant qu'au global, le montant maximal de l'aide débloquée restera à 4 000 € par salarié. Nous retrouvons le même principe que pour l'aide à l'embauche des jeunes, à savoir que le montant de l'aide sera proratisé en fonction du temps de travail du salarié, que cette aide est également gérée par le service SILAE de l'ASP, qu'elle doit être déposée dans les 6 mois à compter de la date d'embauche, et que cette demande d'aide pourra être déposée par l'employeur à partir du 4 janvier 2021. Ensuite, nous retrouvons les 3 conditions de versement que j'ai évoquées également pour l'aide aux jeunes, à savoir que le contrat, s'il est rompu dans une période de 3 mois, eh bien, ne pourra pas bénéficier de l'aide. On ne doit pas être sur un poste concerné par un licenciement économique depuis le 1er janvier 2020 et que cette aide ne sera pas cumulable avec une autre aide de l'État. En revanche, là encore, comme pour l'aide aux jeunes, cette aide reste cumulable avec les réductions générales de cotisations patronales, les aides attribuées par une collectivité ou les aides de Pôle emploi et surtout cumulable avec les aides de la GFIP que nous allons voir très bientôt. Après ce petit slide qui reprend les critères principaux que l'on retrouve dans l'aide aux jeunes dans la première colonne et l'aide à l'embauche TH dans la seconde, où vous pourrez par critère voir les points communs et les quelques différences que je viens d'évoquer. Abordons maintenant avec Bastien les aides de la GFIP qui sont complémentaires à cette aide à l'embauche des jeunes et à l'aide à l'embauche des travailleurs handicapés.
Bonjour, merci Céline. Je suis donc Bastien Giesberger. Je suis chargé d'études et de développement au sein de la délégation régionale Île-de-France de l'AGFIP. Et donc, je vais vous présenter les aides qu'on a pu mettre en place en articulation avec celles de l'État pour ce qui concerne l'AGFIP. Tout d'abord, revenir sur ce qu'est l'AGFIP. L'AGFIP, c'est l'association qui gère le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées et son offre de services. Son offre de services s'adresse aux employeurs de droit privé ou relevant de droit privé. Et donc, comme on l'a vu auparavant, les employeurs publics ne sont pas éligibles aux aides de l'AGFIP. Il faudra pour cela s'adresser au FIPHFP. Et donc, on s'adresse aux entreprises qui sont également signataires d'un accord, que ce soit agréé de branche, de groupe ou d'entreprise qui a atteint son taux d'emploi de 6%. J'ai vu qu'il y avait une question sur le chat qui venait d'arriver. Les entreprises adaptées et les structures d'insertion par l'activité économique sont également bénéficiaires de l'offre de l'AGFIP, mais également les organismes de droit privé qui accueillent un jeune volontaire dans le cadre d'une mission de service civique, et également tous les travailleurs indépendants. Pour ce qui concerne les personnes, les bénéficiaires de l'AGFIP sont des personnes qui ont une reconnaissance de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, y compris les personnes qui ont juste l'accusé de réception dans un premier temps de la MDPH de la demande qui a pu être formulée. Du coup, pour ce qui concerne la première aide qu'on peut mettre à disposition dans ce cadre-là, c'est l'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle, qui est bien sûr complémentaire aux différentes aides qui vous ont été proposées jusqu'à présent. L'objectif de cette aide, c'est d'accompagner la prise de fonction des personnes dans les entreprises privées. On va pouvoir ainsi financer les surcoûts qui sont liés à l'accompagnement, par exemple, du manager à la prise en compte du handicap, l'accompagnement individualisé pour la personne ou pour l'encadrement à la prise en compte du handicap. Ça peut être du tutorat, du coaching, des temps d'encadrement qui sont dédiés. Il va falloir pour cela procéder à une évaluation du plan d'action. Ce qui est indispensable, c'est comment est-ce que j'intègre cette personne en situation de handicap. Je construis un plan d'action et je mets en regard les surcoûts qui seront inhérents à cette intégration du fait du handicap. Et enfin, on va pouvoir également financer des programmes de sensibilisation ou de formation du collectif, etc. Ce qui est important de retenir pour cette aide, il y a deux choses qui sont importantes. C'est d'une part le montant. On peut monter jusqu'à 3 000 € pour financer tous les surcoûts qui sont liés. On ne vient pas se substituer à ce qui est fait habituellement dans le cadre de l'entreprise, mais on est bien sur tous les surcoûts liés au handicap. Mais ce qui est également important de souligner, c'est qu'elle est prescrite par nos partenaires du service public de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale, qui vont pouvoir vous accompagner à la constitution de ce plan d'action. Donc, qui est concerné par cette aide, pour finir, c'est tous les employeurs d'une personne handicapée en CDI ou pour un CDD de 6 mois et plus. Et comme c'est indiqué dans le nom de cette aide, on va pouvoir intervenir soit au moment de son accueil et de son intégration, mais également dès lors qu'il va y avoir une mobilité professionnelle pour la personne. Donc 3 000 € pour tout ce qui va concerner les surcoûts liés au handicap. Céline, si je peux avoir la slide suivante, qui est normalement un cas concret, voilà, un cas concret qu'on voulait vous exposer, merci, d'une entreprise qui travaille dans le secteur du BTP avec 25 salariés qui recrutent Kevin, un maçon de 28 ans, qui bénéficie d'une RQTH et qui a un handicap moteur. Eh bien, cette entreprise va pouvoir bénéficier dans un premier temps de l'aide exceptionnelle à l'embauche des travailleurs handicapés de l'État pour un montant de 4 000 €. Et en complément de cette aide-là, on va pouvoir, nous, intervenir sur deux choses. D'une part, l'aide à l'accueil et à l'intégration de la GFIP, celle que je viens de vous décrire, jusqu'à 3 000 €. Et là, on a financé pour cette personne-là de l'encadrement dédié, un temps de sensibilisation de l'équipe, de manière à ce que l'intégration se passe au mieux, mais également un cofinancement dans le cadre de l'aménagement de la situation de travail de la personne. On a financé une partie des chaussures de sécurité qui étaient faites sur mesure sur le surcoût lié au handicap. Et donc, sur la base du surcoût lié au handicap, c'est-à-dire que en temps habituel, la chaussure coûte peut-être 50 €, la paire de chaussures 100 €. Nous, on va prendre le surcoût de 50 €. Et enfin, cette embauche va permettre de contribuer à l'obligation d'emploi pour l'entreprise.
merci Bastien pour l'explicitation de ces aides. Je vous propose de passer maintenant aux aides exceptionnelles à l'alternance, donc qui concernent le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Alors, concernant l'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis, nous sommes sur une aide qui s'adresse là encore aux entreprises et aux associations, donc toute entreprise qui recrute entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Donc, l'apprenti doit avoir moins de 26 ans, sauf si il est reconnu travailleur handicapé. Il n'y a dans ce cas pas de limite d'âge. D'ailleurs, vous savez bien sûr tous que l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap ne connaît pas de limite d'âge. L'apprenti sera en préparation d'un diplôme de CAP ou même allant jusqu'au niveau Master 2. Les montants de ces aides forfaitaires sont de 5 000 € pour un jeune mineur, 8 000 € pour un jeune majeur. Et cette aide permet de couvrir quasiment intégralement le salaire de l'alternant. Alors, cette aide exceptionnelle va se substituer à l'aide unique sur la première année. Cette aide unique apprentissage, c'est une aide dont bénéficient les entreprises qui ont moins de 250 salariés et qui embauchent un apprenti de niveau CAP à bac. Cette aide est plafonnée. Eh bien, en mobilisant l'aide exceptionnelle à l'apprentissage, cette aide unique est suspendue la première année et donc elle revient les années suivantes. Vous indiquez également que pour des entreprises qui ont au moins 250 salariés, se posent des conditions d'éligibilité particulières, puisqu'en fait, on s'attachera à s'assurer que ces entreprises atteignent un taux de contrat qui favorise l'insertion professionnelle dans leurs effectifs en 2021 pour pouvoir débloquer cette aide. Je rappelle également sur cette slide le prolongement dérogatoire dont bénéficient en ce moment les jeunes inscrits en CFA, donc de 3 étendu à 6 mois pour ces entrées entre le 1er août et 31 décembre. Ils ont jusqu'au 31 décembre pour entrer. Et on vous précise également l'existence de guides pratiques à destination des entreprises et des CFA sur le site du ministère du Travail et un simulateur de calcul de rémunération à votre disposition et à la disposition de tous d'ailleurs sur le site alternanceemploi.gouv qui vous précise en fonction de l'âge, du nombre d'années du contrat d'apprentissage et autres critères qui vont vous préciser très exactement quels sont les montants des aides qui seront perçues. Si on fait un zoom à présent sur l'aide exceptionnelle à l'embauche de salariés en contrat de professionnalisation, on est encore sur le cadre de bénéficiaires entreprises et associations, sur les mêmes dates que pour l'apprentissage, 1er juillet 2020 au 28 février 2021. Et là, cette aide va concerner un jeune qui aura moins de 30 ans, qui sera lui aussi en préparation d'un diplôme CAP jusqu'au Master 2 ou un certificat de qualification professionnelle. Les montants de ces aides sont exactement les mêmes que pour l'apprentissage, 5 000 € pour un mineur, 8 000 € lorsque le jeune a plus de 18 ans. Et nous retrouvons cette particulière éligibilité pour les entreprises au moins de 250 salariés qui devront atteindre un seuil défini pour les contrats d'insertion professionnelle pour pouvoir bénéficier de cette aide. Donc, en complément de ces aides exceptionnelles de l'État, peuvent être mobilisées des aides exceptionnelles de la GFIP. Bastien, je te laisse la parole pour les évoquer. Merci Céline. Effectivement, c'est des aides qui étaient déjà mises en place dans le cadre de l'offre de services classique de la GFIP, ces aides à la conclusion d'un contrat en alternance. On a souhaité les majorer en articulation avec les aides de l'État. Et donc, on a 2 aides, une aide pour l'apprentissage, une aide pour la professionnalisation, qui peuvent monter respectivement à 4 000 et 5 000 € pour la signature d'un CDI. Je vais revenir sur les montants en vous donnant quelques grands montants par tranche de mois sur la slide suivante.
L'aide est ouverte, ce qu'il faut retenir, c'est que l'aide est ouverte pour les contrats qui ont pris effet au plus tôt le 11 mai et au plus tard le 28 février 2021, et qu'elles sont pour les employeurs qui ont signé un contrat en alternance avec une personne handicapée, dès lors que le contrat a une durée minimum de 6 mois et une durée hebdomadaire de travail d'au moins 24 heures. On est bien en complémentarité avec l'aide exceptionnelle de l'État, avec les aides exceptionnelles de l'État, et l'objectif, c'est de pouvoir encourager encore plus l'employeur à recruter une personne handicapée en alternance. Du coup, pour ce qui concerne les montants, sur la slide suivante, sur le contrat de professionnalisation, on va être, je vous donne quelques chiffres grosso modo, je les ai, donc ça devrait pouvoir aller. Un contrat de professionnalisation de 12 mois, on va être à 2 500 €, là où auparavant on était à 2 000 €. 18 mois, 3 500, 24 mois, 4 500. Alors, la lecture est un petit peu difficile sur le tableau, mais retenez les chiffres qu'on peut vous indiquer. Et pour ce qui concerne l'apprentissage, on va être par contre sur un montant pour 12 mois de 1 500 €, 18 mois 2 000 € et 24 mois 2 500 €. Alors, un cas concret, comme on l'a fait tout à l'heure, un cas concret pour illustrer ce qu'on vient de dire. Une entreprise, un bureau d'études système d'information avec 21 salariés a recruté une jeune en situation de handicap auditif avec une RQTH pour un BTS en 2 ans. Eh bien, elle va bénéficier de l'aide exceptionnelle de l'État pour un montant de 8 000 € et une aide majorée de la GFIP d'un montant de 2 500 €. On est bien sur 24 mois de contrat. Et en complément, toujours en complément d'ailleurs de ces deux aides-là, on va pouvoir travailler sur l'aide à l'accueil et à l'intégration de la GFIP, encore une fois jusqu'à 3 000 € potentiels, et un cofinancement dans le cadre de l'aménagement de la situation de travail, dès lors que la personne a des besoins spécifiques dans le cadre de sa formation. Et une fois encore, cette embauche va pouvoir contribuer à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour l'entreprise. Une autre aide à la slide suivante qui, elle, va concerner la sécurisation des contrats d'apprentissage, des contrats en alternance qui ont déjà été signés. Donc là, c'est l'aide exceptionnelle au soutien, au soutien à l'emploi d'une personne handicapée en contrat d'alternance. C'est une aide financière qui est appréciée en fonction de l'âge de l'apprenti. L'objectif, c'est de pouvoir maintenir le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour la personne et surtout de soutenir l'employeur à continuer son investissement dans le cadre de l'accompagnement de son alternant et de lui faciliter la reprise d'activité. Donc là, pour le coup, il y a une limitation pour ce qui concerne les employeurs. On agit en direction des employeurs de droit privé de moins de 250 salariés qui ont embauché avant la crise. Donc le contrat doit être en cours de réalisation au moment du dépôt de la demande. Donc on va être sur des montants de 1 500 € pour un jeune jusqu'à 21 ans, donc un mineur jusqu'à 21 ans, 2 000 € pour ce qui concerne l'apprentissage, 2 000 € pour un apprenti de 21 à 35 ans et 2 500 pour une personne qui serait âgée de plus de 35 ans. C'est les mêmes montants pour la professionnalisation. Ce qui change, ce sont les âges. Donc pour moins de 40 ans, c'est 1 500 €, 40 ans jusqu'à 50 ans, 2 000 € et au-delà de 51 ans, 3 000 €. Pour aller plus loin dans l'appropriation de ces aides, il y a plusieurs liens qui sont disponibles. D'une part, une vidéo de présentation générale de l'offre de services et des aides financières de la GFIP qui vous permettra de mieux appréhender nos différentes aides et offres de services. Un guide complet, vous en avez les deux images là, notre Méthodia, notre guide d'offres de services et d'aides financières de la GFIP. D'une part, les aspects classiques, le vert, et les aspects urgence sanitaire, crise Covid-19 en rouge, que vous retrouvez bien sûr sur notre site, et également sur notre site une présentation pour comment solliciter nos différentes aides financières. Donc n'hésitez pas à visiter notre site pour avoir de plus amples informations. Merci Bastien, et donc quelques liens utiles aussi, et on vous en a
en a déjà donné tout au long de cette présentation. Évidemment, le site du ministère du Travail qui donc détaille le plan relance activité. Vous rappelez aussi l'existence de cette plateforme handicap qui a été lancée en début d'année, Mon Parcours Handicap, qui recense l'ensemble des dispositifs donc qui permettent d'accompagner les personnes en situation de handicap vers l'emploi. Un site ressources également qui est donc le site de PRITH Île-de-France sur lequel vous pouvez retrouver les ressources de la convention à tout pour tous, dont par exemple le livret Carrefour des solutions dans lequel ce webinaire aujourd'hui s'inscrit. Et puis également une brochure, vous êtes à la recherche d'un stage, d'un contrat d'alternance, d'un emploi, c'est un petit guide à l'usage des jeunes, et également évoquer guide réalisé par le CIDJ, Trouver un emploi avec un handicap, un acteur très important sur la place francilienne de CIDJ concernant la formation pour ces jeunes. Voilà, nous en avons terminé de la présentation. Nous allons prendre vos questions. Alors moi, si je puis me permettre, j'avais noté quelques questions suite à votre présentation, Céline et Bastien. Une première question sur l'éligibilité d'une personne en situation de handicap. Est-ce que l'aide est éligible seulement pour les bénéficiaires d'une RQTH ou les personnes avec une AAH peuvent-elles aussi bénéficier de ces aides? Alors, il faut différencier les aides. Concernant l'aide à l'embauche des travailleurs handicapés, il est spécifiquement inscrit dans le décret qu'il s'agit des personnes qui bénéficient d'une RQTH. Pour ce qui concerne Pardon. Et donc, l'ensemble des autres aides de l'État, exceptionnelles de l'État, elles sont accessibles à tous, bien évidemment. Et pour les aides de l'AGFIP, elles sont effectivement accessibles pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et donc, entre autres, avec une RQTH, mais également avec une AAH ou une carte de validité, enfin vraiment, tous les titres qui permettent de bénéficier de l'obligation d'emploi. D'accord. J'avais aussi listé d'autres questions sur comment mobiliser ces aides de l'État. Céline vous en a parlé tout à l'heure. Ça se fait via un téléservice pour l'aide à l'embauche jeune de l'État, un téléservice de l'ASP qui s'appelle SYLAE, S-Y-L-A-E, donc qui est accessible sur Internet, sur le site de l'ASP. Vous tapez SYLAE, ASP, vous tombez directement sur le portail et la demande se fait en ligne. Il y avait une autre question également sur la durée, à partir de quelle durée de CDD l'aide à l'embauche est-elle attribuée? Donc, on est sur des CDD supérieurs ou égales à une durée de 3 mois. Et puis, peut-être une dernière question sur l'éligibilité des CDI intérimaires. Est-ce qu'ils peuvent être pris en compte? Oui, les CDI intérimaires peuvent ouvrir droit à l'aide à l'embauche jeune, mais par contre, pas les CDD intérimaires. Donc, oui pour les CDI intérimaires, mais non pour les CDD intérimaires. Et vous avez identifié d'autres questions, Céline, Bastien, auxquelles vous souhaiteriez répondre en direct? Oui, on peut. Il y a une question qui portait sur savoir si les ESAT pouvaient avoir accès aux aides de l'AGFIP. Malheureusement, non. Les ESAT ne sont pas dans le champ d'intervention de l'AGFIP. L'AGFIP travaille sur le milieu ordinaire de travail. Je crois qu'il y avait une autre question qui nous concernait. Je l'ai là, si vous voulez. Auprès de quel organisme dépose-t-on les demandes d'aide exceptionnelle de soutien à l'emploi d'un TH en alternance? Est-ce que c'est l'AGFIP? Alors, pour ce qui concerne les aides de l'État, c'est auprès de l'État, comme ça vient d'être dit. Et pour ce qui concerne les aides AGFIP, il faut effectivement monter un dossier AGFIP dont vous retrouverez sur notre site le document de demande d'intervention, de pouvoir y joindre les différentes pièces jointes. Là, ce qu'il nous faut dans le cadre de ces contrats-là, c'est une attestation d'emploi, la reconnaissance de bénéficiaire de l'obligation d'emploi de la personne et le RIB de l'entreprise pour qu'on puisse lui verser le montant de sa subvention.
Et Il y donc, avait une autre ça se question. passe bien au niveau de la Oui, pardon. Comment mobiliser l'aide exceptionnelle AGEFIP pour les contrats en alternance? Bon, c'est la même question. En fait. De la même manière, constituer un dossier qui est téléchargeable sur notre site. Si j'ai le temps, j'essaierai de mettre le lien sur le chat. Mais voilà, téléchargeable sur notre site et constituer un dossier avant de pouvoir le transmettre à la GFIP pour instruction. D'accord. Alors moi, j'ai peut-être une dernière question également. Excuse-moi, Bastien. Une dernière question sur est-ce que le fait de passer d'un contrat d'apprentissage à une embauche permet de bénéficier de l'aide? Alors oui, il est possible de bénéficier de l'aide à l'embauche à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, sous réserve bien sûr que l'entreprise respecte les critères d'éligibilité à l'aide. Donc, ce que Céline vous a présenté tout à l'heure, à savoir ne pas avoir licencié sur le poste depuis le début de l'année, être à jour de ses cotisations sociales, etc. Une toute dernière, parce que je l'ai vu qu'on l'avait eu 2 fois, pour bénéficier de la GFIP, donc il faut être bénéficiaire de l'application d'emploi, avec une RQTH qui est soit orientation vers le milieu ordinaire, ou alors même un jeune qui aurait une orientation vers le milieu protégé. Ce n'est pas une orientation qui s'impose à lui, dès lors qu'il travaille dans le milieu ordinaire. Donc RQTH tout court, quelle que soit l'orientation, convient pour faire une demande auprès de la GFIP, mais il ne faut pas que l'entreprise soit en état. Je vois une question concernant l'aide au contrat de professionnalisation. N'est-elle pas, cette aide n'est pas ouverte aux employeurs recrutant des personnes en situation de handicap? Le contrat de professionnalisation s'adresse aux entreprises, mais pour l'embauche de jeunes de moins de 30 ans. Donc, personnes en situation de handicap ou pas? Voilà ma réponse. Bon, écoutez, il est 17 h. Je pense qu'on a terminé la séquence avec, comme je le disais tout à l'heure, mais vous avez répondu quasiment à toutes les questions qui avaient été posées. On les relira pour vérifier que certaines réponses ne manquent pas, auquel cas on les traitera avec vous. Donc nous pouvons, je pense, conclure. Céline, vous pouvez Oui, merci. Quelques mots de conclusion. Déjà, merci à l'ensemble des intervenants. Merci à vous tous qui êtes représentants de l'ensemble des réseaux d'accompagnement auxquels nous avons proposé cette information. Je reprendrai tout simplement les mots d'Emmanuel Bézi tout à l'heure. Ces aides existent, les enveloppes existent. Nous avons besoin de tous pour arriver à les mobiliser pour donc faciliter cet accompagnement des jeunes vers l'emploi. Donc voilà, nous comptons sur nous tous. Merci à vous. Juste un mot pour préciser, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, on a répondu sur le chat, que les supports seront disponibles et que le webinaire a été également enregistré, que l'enregistrement sera également disponible. Voilà. Donc, eh bien, merci à tous et puis bonne fin de journée. Au revoir. Bonsoir.